J'ai plaisir à vous accueillir à cette conférence, la 4e de l'année, organisée par l'Académie de l'air et de l'espace, avec cette fois-ci le partenariat de l'Association aéronautique et astronautique de France, qui est un de nos partenaires fidèles à l'Académie. Et bien sûr, la collaboration qui nous est toujours acquise de la médiathèque José Cavanis, dans l'amphithéâtre de laquelle nous sommes ce soir, comme à chaque conférence que nous organisons. Cette conférence s'inscrit dans le cycle que l'Académie a créé il y a environ 8 à 9 ans et qui était destiné à mettre les activités de l'Académie, qui n'est pas loin, son siège social est à Toulouse, à Jolimont, mais néanmoins pour mettre les activités de l'Académie au bénéfice des résidents de Toulouse et de sa région. Il est évident que c'était en quelque sorte une bonne manière pour l'Académie de renvoyer l'ascenseur, compte tenu de ce que la municipalité de Toulouse a toujours maintenu son soutien à notre Académie, et ce, depuis sa création, c'est-à-dire en 1983, c'est-à-dire en gros, c'est-à-dire du temps de Dominique Baudis, que nous regrettons. Alors, l'orateur, le conférencier que j'ai l'honneur de vous présenter ce soir, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Je l'ai bien vu, mais il me semble opportun de survoler, à votre intention, un curriculum vitae qui couvre de nombreuses pages. Jean Pinet est ingénieur de formation, école des arts et métiers et super-héros. Après un passage dans l'armée de l'air comme pilote de chasse, diplômé de l'école du personnel navigant d'essai et de réception, il commence à ce moment-là une très longue carrière de pilote d'essai dont je vous livrerai simplement les points forts. Le premier, c'est l'essai, la mise en œuvre et la mise en service des missiles, du tir des missiles à bord des avions allemands, des Allemands de combat allemands, et en particulier à bord du F-104, le fameux Stiefvater, dont les crashs successifs avaient en leur temps considérablement défrayé la chronique. Le deuxième point est de loin le plus important, ce fut la mise en œuvre du supersonique Concorde. Jean Pinet est l'un des 4 pilotes d'essais du Concorde qui ont suivi les essais du Concorde de bout en bout, jusqu'au dernier vol de l'avion numéro 1, du prototype. Et c'est en particulier lui qui a eu le privilège, si je puis dire, de faire passer à ce supersonique, pour la première fois, le mur du son. Après quoi, et après une période d'essai qui s'est étendue beaucoup plus longtemps, mais sur laquelle je ne reviens pas, il a fondé et dirigé, on appelait à l'époque ça l'administrateur gérant. Il a dirigé l'organisme d'aéroformation qui depuis s'appelle Airbus Training, restons français, et qui est un organisme qui s'emploie à former les pilotes des compagnies aériennes clientes d'Airbus. Cet organisme fonctionne toujours à la plus grande satisfaction de tous en utilisant les systèmes de formation que Jean Pinet avait mis en œuvre dès le début. Après la retraite, Jean Pinet a poursuivi une carrière de consultant qui dure toujours. Il s'est intéressé à l'Académie au sein de laquelle il a été extrêmement actif, en étant président, un des premiers présidents, et en étant secrétaire général pendant une bonne dizaine d'années. Mais parallèlement à cela, il a entrepris au sein de l'université Toulouse 2 Mirail des études de psychologie, et ce qui l'a amené à publier et soutenir avec brio une thèse qui, sur les... j'ai un doute, sur en quelque sorte le comportement des pilotes face à une situation inattendue
dans un contexte d'extrême urgence en vol. Alors vous ne vous étonnerez pas après cela, après un tel parcours que je n'ai fait qu'esquisser, que nous ayons pensé à l'Académie que Jean Pinet était la personne idéale pour nous parler du sujet qui nous intéresse ce soir, à savoir comment fera-t-on pour déterminer les conditions qui pourraient nous permettre un jour de ne plus mettre à bord des avions une intelligence humaine. Il y aurait encore infiniment de choses à dire, mais je vais m'arrêter là et je vous laisse en compagnie de M. Jean Pinet, que je n'ai pas besoin de vous demander d'applaudir. Merci Claude et bonsoir tout le monde. Alors en fait, c'est un thème qui est à la mode. Hein. Jusqu'à quand faudra-t-il un pilote à bord? Alors en fait, est-il vraiment nécessaire ou même utile? Hein, c'est la question qu'on peut se poser. Alors, je vais quand même limiter ma réflexion futuriste au transport aérien, surtout celui des passagers. Mais pour moi, il s'agit d'un véritable retour vers le futur, suivant l'expression consacrée. Le 28 mai 1958, c'est déjà pas mal de temps, je décollais de Cazaux avec un Canberra expérimental armé de 2 missiles RR sans charge explosive, dont je devais essayer le guidage sur une cible réelle, un Vampire déclassé et télécommandé du sol. Il avait décollé de Biscarrosse où il était piloté d'une station du centre d'essai en vol. Au large des côtes landaises, à 20 000 pieds, sur l'axe de tir, je me plaçais à 2 km derrière la cible, radar accroché et le premier missile armé. À l'instant du tir, le Vampire amorça un virage serré vers la gauche, ce qui m'empêcha de tirer. En réponse de ma protestation, le guidage au sol m'informa de son impuissance à maîtriser l'avion. Il faut savoir que le programme Vampire télécommandé était développé au CEV depuis plusieurs années sans problème, au point que la décision avait été prise de l'utiliser à Cazaux. Pour plus de précaution, près du Vampire se trouvait un Mistral armé de canons de 20 mm chargé de l'abattre s'il se comportait mal. C'était le cas ce jour-là. Le Vampire se comportait de façon acrobatique extraordinaire, suivi par le Mistral essayant de le tirer et par le Canberra espérant qu'il voudrait bien se calmer. Ce qu'il fit, mais en piquant vers Arcachon, ce qui empêcha mon ami Michel Cazenave de lui tirer dessus. Moment d'angoisse clôturé par un champignon de feu dans la forêt landaise, peu avant Arcachon. Sans autre dégâts, au lieu dit le truc de la truc. Je n'invente rien. J'eus quelque peine à convaincre les autorités chargées de l'enquête que malgré l'absence de parachute, le pilote était sain et sauf. Nous étions atterrés, car rien n'expliquait cette perte de contrôle. L'explication vint le lendemain matin d'un article du journal local La Dépêche du Midi. La veille, à l'heure de notre essai, l'ORTF avait effectué le premier essai d'émission de télévision à partir du pic du midi. La fréquence était celle de la télécommande. Alors évidemment, 60 ans plus tard, on maîtrise mieux l'utilisation des ondes radioélectriques, sauf qu'un drone américain s'est fait arraisonner dernièrement par les Iraniens. Sauf que le Soleil nous envoie de temps en temps de sérieuses perturbations, que le spectre des fréquences disponibles n'est pas très extensible et que les interférences radioélectriques existent toujours. Poursuivant mes observations personnelles, j'utilise à Toulouse le métro et le tramway pour me déplacer. Il n'y a pas de conducteur dans les rames de métro, gérées d'un centre de contrôle, mais il m'est arrivé de me trouver bloqué dans la rame suite à une panne. Elle s'arrête, puis repart un peu plus tard.
Mais un avion ne peut pas s'arrêter en vol. Question. Pourquoi y a-t-il un conducteur dans le tram alors qu'il n'y en a pas dans les rames de métro, alors que les deux ont des trajectoires linéaires parfaitement définies, donc aisément programmables? Réponse. Le premier, le tram, se déplace dans un milieu où interfèrent d'autres usagers, voitures, cyclistes, piétons, malgré une signalisation sophistiquée et où s'applique de façon immédiate le principe de précaution. En l'air, on peut être guidé parfaitement depuis le départ du sol au décollage jusqu'à l'atterrissage complet, bientôt depuis le départ du terminal jusqu'au terminal d'arrivée. Mais on n'est pas très seul non plus, et on ne peut pas s'immobiliser. De plus, il est banal de dire qu'un vol comporte de nombreuses situations inattendues, voire imprévues, résolues immédiatement par les pilotes dont c'est la tâche. Cependant, ces situations inattendues sont considérées comme parfois très dangereuses par la communauté des navigants, à qui on a enseigné des principes de sécurité dont ils sont les garants, mais pas le fameux principe de précaution. Enfin, pour terminer mes observations personnelles directes, je vais parler de la conduite de ma voiture. J'habite au centre de Toulouse. Dans sa grande sagesse, notre municipalité a décidé que ce centre était réservé aux piétons et aux cyclistes. Pour accéder en voiture à mon parking, celui du Capitole, je dois suivre un unique parcours assez complexe, au milieu de piétons et cyclistes prioritaires qui se moquent de la voiture comme si elle n'existait pas. Évidemment, je suis avec beaucoup d'intérêt les progrès de la conduite automatique des voitures en milieu urbain. La conduite sur autoroute en convoi ne semble pas trop compliquée au prix d'une infrastructure appropriée. Mais dans mon cas, je mets 5 à 10 minutes de la place Wilson au parking du Capitole en traversant la très passante rue d'Alsace-Lorraine. Très attentif aux mouvements inattendus extérieurs, maman avec poussette et téléphone mobile, adolescents avec planche à roulettes, cyclistes heureux de slalomer au milieu de la foule, touristes affairés sur leur carte, personnes âgées poursuivant une trajectoire inaltérable, etc. Et aux accents de mes mini-radars de pare-choc, évidemment. Je suis certain qu'une voiture entièrement automatique resterait plantée dans la rue par saturation de ces systèmes de sécurité. Alors, ces exemples n'ont d'intérêt que celui d'entretenir le bon sens, pour ne pas le perdre de vue au milieu de multiples spéculations très innovantes. Avant d'entamer le plat principal, après ces entrées diverses, je désire présenter un entremets sérieux. Les drones. L'avènement des drones en aéronautique matérialise un saut technologique aussi important que la propulsion par réaction des années 50 et le numérique des années 80. Leur évolution est quasi exponentielle dans la classe des petits appareils civils. Elle est plus lente dans la classe des appareils de taille moyenne, les militaires et les civils, mais elle est permanente. Une étude récente prévoit en 2035, ce qui n'est pas très loin, aux États-Unis, un total de 250 000 drones de toute taille, dont les 3/4 en utilisation commerciale, 250 000. Les drones n'ont pas de pilote à bord. Alors, l'intervention humaine est d'emblée très définie sur 3 phases. Première, celle stratégique de définition de la mission, la navigation et les interventions spécifiques, reconnaissance, surveillance, intervention directe, voire armée. La programmation est faite au sol et enregistrée avant le vol ou pendant le vol d'ailleurs. Deuxième phase, celle tactique, d'adaptation en vol aux situations rencontrées, pas toujours prévues exactement. Alors, 2 types d'interventions sont prévus, soit incombant au même individu, soit de responsabilités non partagées comme le pilotage de l'engin d'un côté et l'ajustement de mission sur l'objectif de l'autre, par exemple commande de caméra ou de tir de missile. Le cas de panne peut être traité par programmation initiale, par exemple retour au point de départ ou crash automatique, ou par intervention du pilote au sol, évidemment. Une remarque sur ce cas. D'après l'expérience d'utilisateur,
Pour les petits drones, l'intervention humaine semble compliquer la situation. Qu'en est-il pour les autres? Je ne sais pas. Enfin, troisième phase, celle d'exploitation des résultats, soit immédiate au cours du vol, soit après le vol à partir des enregistrements. Compte tenu de la masse d'informations récoltées, elle est d'abord automatisée, évidemment, avant d'être obligatoirement interprétée par les responsables de mission. Intervention humaine. Les règlements civils imposent aujourd'hui en France que le pilote au sol soit titulaire d'une licence normale de pilote pour les drones pilotés de loin. Mais on peut penser que ceci n'est que provisoire. Les militaires utilisent soit des pilotes normaux, soit des pilotes non navigants formés à la télécommande à distance. Pour le moment, les drones civils sont de petite taille et n'ont pas la prétention de s'attaquer au transport, bien que le transport de fret ait déjà été évoqué aux États-Unis. Cependant, plusieurs études sont à regarder avec attention de par la dimension des véhicules pouvant préfigurer l'évolution vers des aéronefs transportant des passagers. Toutes concernent les applications militaires car les coûts de développement sont élevés. Ce sont par exemple, je cite 3 cas, le Triton de Northrop Grumman d'environ 15 tonnes, volant à 350 nœuds. Le Piaggio Aero P1HH d'environ 6 tonnes, volant à près de 400 nœuds, dérivé d'un petit turbopropulseur de transport. Et surtout, les hélicoptères du Matrix Technology Program, lancé par Sikorsky. Ce projet mérite un commentaire particulier. Avec ce programme, ses responsables expriment une stratégie d'évolution, à ma connaissance, jamais encore exposée publiquement par un constructeur, ambitieuse et techniquement logique. Il s'agit pour eux d'augmenter l'efficacité opérationnelle des hélicos dans un environnement difficile, près du sol, stressant pour les humains, en s'affranchissant bien évidemment des erreurs humaines dans ces situations. On va essayer de résumer l'essentiel, laissant aux tenants du programme la faculté de critiquer le résumé. L'autonomie. Alors, le projet veut définir une structure d'autonomie s'appliquant à tous les appareils munis de commandes de vol électriques, fly-by-wire, avec ou sans pilote à bord et ou au sol. Elle comprend 2 niveaux principaux de fonction. Les intelligences de bas niveau et les intelligences de haut niveau. L'autonomie, pour l'instant, ne concerne que le bas niveau, avec l'ensemble des fonctions critiques du vol, incluant les perceptions, le contrôle du vol, les prises de décision concernant une mission déjà définie et planifiée, dans un environnement connu. Cela est essentiellement déterministe, disons comme l'est l'intelligence artificielle. Un problème majeur est la définition et la mise en place de l'ensemble des capteurs permettant au logiciel de fonctionner en autonomie, sans l'aide du pilote, dans un environnement dangereux. Mais les responsables du programme sont conscients de l'existence d'aléas de mission et veulent aussi s'attaquer à une partie du comportement opérationnel non déterministe, comme l'adaptation à des situations imprévues. Et c'est là qu'intervient le haut niveau d'intelligence, non déterministe, dont ils espèrent certifier un jour les logiciels, les algorithmes. Prudents, ils ne préjugent pas de la nécessité ou non de traiter ce haut niveau non déterministe grâce à un pilote à bord ou au sol. Mais ils travaillent pour qu'ils deviennent autonomes un jour comme le bas niveau. Alors, le projet est soumis, entre autres, à 3 impératifs. La rentabilité économique. Et s'agissant de missions militaires, un plancher de perte minimum identique à l'actuel pour les hélicos militaires de 1 par 100 000 heures de vol, qui est évidemment très, très inférieur au niveau du transport aérien.
Et enfin, troisième impératif, la certification du système. On voit évidemment où butera le programme, sur le traitement des situations indéterminées. Il est probable que l'évolution technologique permettra le traitement d'une partie de ce haut niveau grâce aux algorithmes provenant d'une meilleure compréhension de situations complexes, mais ce sera toujours du déterminisme. Et pour le reste, ce sera un beau défi pour les autorités de certification. Alors, dans un article intitulé Harnessing Authority, la NASA note que la technologie n'est pas la seule limitation à l'utilisation de l'autonomie, mais qu'il faut aussi considérer l'acceptation sociale, les méthodes de certification, la rentabilité de l'intégration de la technologie sol-air, le guidage au sol, et des procédures. Cependant, la NASA lance des études sur l'automatisation à bord et au sol pour diminuer l'implication des pilotes dans le système de transport aérien, les coûts d'utilisation des pilotes, aujourd'hui en moyenne 12 pour l'opération d'un avion, étant l'une des dépenses dites majeures pour les exploitants. Aux États-Unis, l'autonomie est désormais devenue un objectif standard. Notons qu'en Europe, l'étude du transport avec un seul pilote à bord est lancée par l'Union européenne, avec l'étude ACROS, dont la gestion est confiée à Thales Avionics. Simple remarque, la fiabilité physiologique humaine étant de l'ordre d'une défaillance par million d'heures de vol, avoir le taux de sécurité actuel d'une paire d'avions par milliard d'heures de vol avec un seul pilote à bord signifierait que l'avion soit totalement automatisé avec ce niveau de sécurité. Aucun support venant du sol assure le complément. La pratique des drones est de la même famille que celle de la robotique en évolution permanente. Ma remarque est que la seule intelligence qu'on ait réussi à leur inculquer est l'intelligence dite artificielle, c'est-à-dire ce que peuvent prévoir les humains de façon déterministe. Aujourd'hui, le bas niveau de Sikorsky. En revanche, la technologie des capteurs, source des perceptions, est en progression constante. Ainsi, l'évolution des drones, aujourd'hui dévolue à des missions de gestion de système, ouvrirait-elle celle d'un futur transport aérien avec passagers, mais sans pilote ou avec un seul pilote à bord? Le cockpit. Le cockpit, c'est l'interface donc entre le pilote et l'avion. Alors, quittons les entrées et entremets pour le plat principal. Où va se retrouver l'humain opérationnel dans le transport aérien? Aujourd'hui, il y est bien ancré. Dans le cockpit avec les pilotes, dans la cabine avec les passagers évidemment et le personnel de cabine, au sol avec le contrôle du trafic aérien et les stations d'assistance technique et de gestion des vols des compagnies aériennes. Tous les avions de transport commandés ou prévus aujourd'hui, y compris les futurs modèles présentés par les constructeurs à leurs clients, futurs clients, sont à équipage de 2 pilotes, parfois à 3 dans les longs courriers. Compte tenu de la vie opérationnelle moyenne des avions, 20 ans et plus, les 2 pilotes ne seront pas chassés du cockpit avant, disons, 2035 à 2045, au plus tôt. Cependant, il faut garder en mémoire un fait oublié. En 1978, les 2 avions bimoteurs gros porteurs en développement, qui étaient la 310 et le B767, étaient conçus en équipage à 3, 2 pilotes et un mécanicien navigant. Airbus Industries a décidé, sous la pression du marché et grâce à des résultats obtenus expérimentalement sur un A300B4, de convertir l'A310 en équipage à 2, ce qui fut fait en 2 ans. Boeing suivant le mouvement avec son Boeing 767. La réaction des constructeurs peut parfois être d'une rapidité surprenante. Les prothèses.
Les aides au pilotage et à la conduite des systèmes ont évolué, pour simplifier, avec la double évolution de la technologie et des coûts financiers. Cependant, ces aides n'ont pas modifié les bases d'une conduite de vol s'étant imposées à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Les automatismes ne sont que des aides physiques et intellectuelles accordées aux pilotes pour améliorer leur performance et la sécurité. Alors, désirant éviter les querelles sémantiques sur les définitions forcément floues et se recouvrant d'automatisme, d'automate, d'autonomie, je préfère dire que ces aides sont en fait des prothèses physiques et intellectuelles de grande diversité à la disposition des pilotes, que ce soit par exemple le système de commande de vol, le système de navigation, les protections de sécurité, les lunettes de vision nocturne, etc. Leurs bénéficiaires humains restant responsables de leur utilisation correcte pour la mission confiée. De façon basique, ces aides, disons les automatismes, sont étudiés et utilisés au travers d'un interfaçage matérialisé par l'ensemble des commandes et contrôles du cockpit pour que la trajectoire de l'avion et l'état de ces systèmes soient perçus et traités correctement par le cerveau des pilotes. Ainsi que déjà dit, les bases de cette conduite n'ont pas changé depuis 70 ans. Alors que, par exemple, les prothèses de conduite de la trajectoire permettent ou vont permettre à court terme la prise en compte directe de l'avion de son terminal de départ à celui de son arrivée, pouvant laisser croire que le pilote n'y est plus indispensable alors qu'il reste totalement responsable. Ce genre de prothèse s'est donc affranchi de l'humain qui a été censé aider, donnant ainsi une autonomie à l'avion. Oui, mais cette autonomie est dépendante directement de ce que l'humain introduit dans les logiciels, par hypothèse et réalisation, de ce qu'il peut imaginer pour résoudre les situations et les combinaisons de situations pouvant surgir au cours de la mission. Et là se situe le problème. Un vol le mieux planifié possible n'est jamais exempt d'aléas d'importance très diverses, depuis la panne grave comme l'explosion de moteur, jusqu'à, par exemple, la combinaison d'un problème passager, d'une panne du système carburant et d'une mauvaise météo. C'est arrivé. La lecture des milliers de rapports d'incidents montre que ces aléas, des inattendus, voire des imprévus, sont nombreux et banals. Et dans la très grande majorité des cas, ils sont correctement traités par les pilotes qui sont là pour ça. Et personne n'en sait rien. Cependant, ces inattendus sont considérés comme le danger le plus sérieux de l'aviation lorsqu'ils entraînent des situations critiques. L'analyse des accidents et incidents graves montre que dans ces cas, il peut y avoir inadaptation de l'interfaçage entre l'humain et ses prothèses pour deux raisons majeures. Côté avion, les informations et procédures sont trop nombreuses, complexes ou compliquées pour être perçues et traitées correctement par les pilotes afin de corriger la situation dans le délai toujours limité alloué par sa criticité. Côté pilote, leur capacité de réaction est alors inadaptée au stress de la situation, leur sélection et leur formation étant insuffisantes ou incorrectes. Alors, deux remarques immédiates. Le côté avion dépend essentiellement de deux facteurs. L'utilisation de la technologie en constante évolution et deuxièmement, l'adaptation justement de cette technologie aux limitations mentales humaines qui sont, elles, immuables, mais qui sont aujourd'hui désormais très connues. Les actions inconscientes, les actions conscientes séquentielles, la mémoire à court terme de capacités limitées, la focalisation de l'attention et les saturations mentales. En revanche, le côté humain s'adresse à cet aspect immuable où seuls des raffinements de sélection et de formation amèneront des véritables améliorations forcément limitées. Alors, l'interfaçage des prothèses côté avion peut être amélioré. Je donne deux exemples. Le cas de situation critique
nécessitant des actions rapides passent le plus souvent par les informations données par un instrument s'appelant le Primary Flight Display, PFD, qui est l'instrument de pilotage à court terme. Or, cet instrument concentre sur 3 décimètres carrés environ 50 informations diverses, numériques, sémantiques, symboliques, dont 20 à 30 concernent une situation à un moment donné. Le mélange codifié et ergonomique de ces 20 à 30 paramètres présentés aux pilotes les oblige à en faire une très rapide synthèse mentale pour être exploitée. Et l'on rencontre là les limitations humaines mentales, citées déjà, menant parfois à l'échec si le temps imparti est trop bref. Une synthèse de présentation diminuerait le nombre d'informations à traiter, donc la durée de leur traitement cognitif. Alors, deuxième exemple, en pilotage à vue et non autonome, ce qui arrive et arrivera encore longtemps. Plutôt que piloter directement l'avion au travers de commandes de vol, c'est-à-dire au travers de l'obligation de résoudre mentalement les complexes équations de la mécanique du vol, on peut donner, par exemple, au pilote le moyen visuel de définir et de fixer sa trajectoire d'approche, laissant aux automatismes de l'avion le soin de s'asservir à la trajectoire désignée. Chacun y trouve son compte. Ce genre d'amélioration d'interfaçage peut être introduit progressivement avant que le duo des pilotes ne soit élimité du cockpit. Autonomie. Alors revenons à la question de base. Le progrès des automatismes pourra-t-il augmenter cette autonomie jusqu'à rendre inutiles les pilotes à bord? On commence à entrer dans la vraie question. Cette autonomie n'est acquise qu'au prix de l'augmentation de la complexité des logiciels qui doivent tout prévoir. Des situations de vol, des pannes, de l'immense nombre de leurs combinaisons. Autant il est relativement aisé de définir des missions nominales sur des parcours définis, allant d'un terrain A à un terrain B. Bien que le nombre de cas à traiter puisse donner le vertige, je pense que ce sera possible, mettons, dans un avenir environ de, disons, 30 ans plus, 30 ans, 40 ans. Mais traiter de façon systématique tous les aléas banals, mais potentiellement dangereux du vol reste problématique compte tenu de l'énorme problème de sécurité. Évidemment, une partie de ces aléas peut s'évanouir dans de savants calculs de probabilité d'occurrence de situations, et pour cela, on peut faire confiance au savoir-faire des ingénieurs et scientifiques. Sauf que, quoi qu'on fasse, il y aura toujours une part d'imprévisible que ne pourront pas traiter les logiciels forcément déterministes élaborés par d'autres humains. Ici, on peut introduire un constat formulé par Jean-Claude Vanner. Une des caractéristiques majeures de l'humain qui le différencie des automatismes est la possibilité de prendre des décisions reposant sur des critères qualitatifs et de la reconnaissance de forme, et non sur des critères quantitatifs qui seuls permettent la programmation des automatismes. Seul un pilote confirmé est capable de distinguer une piste à moitié cachée par le relief et de ne pas la confondre avec l'autoroute voisine. Seul un humain est capable de résoudre un problème d'ordre éthique, par exemple choisir entre un amérissage sur le lac voisin ou le crash sur la terre ferme mais peuplée, ou bien choisir entre une attente ou un atterrissage rapide avec risque de cisaillement de vent alors qu'un passager est victime d'une crise cardiaque. Alors, encore une remarque. La fiabilité des matériels, de l'hardware, disons, est devenue remarquable et la capacité des mémoires ne cesse d'augmenter. Le souci, en fait, vient de la complexité croissante des logiciels, de leur maîtrise dans leurs combinaisons multiples, du contrôle de leurs limitations, en fait, de leur contrôle tout court.
Alors, fonction de bas et haut niveau. Nous voici revenus aux classifications citées américaines et de Sikorsky. Cette autonomie ne traite aujourd'hui que les fonctions de bas niveau évoquées pour les drones. Alors, que sont les fonctions de haut niveau devenant critiques? On peut en définir d'emblée 3 catégories. La modification de la mission, la reprise du contrôle direct de trajectoire et le traitement de situations inattendues ou imprévues et dangereuses. Or, la modification de la mission ne demande ni des commandes d'automatisme ni des qualités humaines exceptionnelles. Ça peut se faire. La reprise du contrôle en vol de la trajectoire peut être facilitée, ainsi que nous venons de le voir, par la redéfinition des tâches des pilotes et de leurs prothèses. Il y aura toujours des situations nécessitant une telle reprise de contrôle. Atterrissage sur des terrains insuffisamment équipés, situation météo anormale, etc. En revanche, la 3e catégorie, celle des choix et décisions en situation critique se détériorant rapidement, pose un problème. Il faut faire ici une hypothèse. Les fonctions d'enchaînement de perception, de diagnostic, de choix de solutions et de décision dans des situations ouvertes, c'est-à-dire subissant des contrôles extérieurs, exigeant le traitement rapide d'incertitude pour adopter une solution de détresse, sont toujours pour longtemps l'apanage des humains. Peut-être jusqu'à l'apparition d'ordinateurs fiables ayant la flexibilité de traitement cognitif de notre cerveau humain, mais leur évolution réelle vers ce type de fonction reste encore problématique et il est impossible d'en faire un diagnostic aujourd'hui. Aujourd'hui, un humain, sélectionné pour son aptitude à traiter l'imprévu sans stress paralysant, ayant subi un entraînement poussé sur des missions et des interfaçages de son avion, est indispensable à bord. Il est vrai que la sélection et la formation requises sont imparfaites et restent encore à implémenter de façon systématique. Mais peut-on réellement répertorier l'ensemble des situations inattendues banales, corrigées aujourd'hui par les pilotes, et l'étendre à la quasi-infinité de celles imprévisibles inconnues par définition? Encore une fois, les autorités de certification, garantes du niveau acceptable de sécurité, vont avoir fort à faire, car il ne faut pas oublier leur rôle de filtre. Faisons une incursion dans le contrôle de trafic aérien. Son évolution reste toujours très lente, avec une automatisation des tâches et des liaisons air-sol. On s'oriente évidemment vers des transmissions interactives automatiques avec l'avion. Cependant, le pilote reste responsable de l'acceptation des propositions du sol. En revanche, les ordres d'évitement d'obstacles deviennent automatiques sur un standard de procédure mondial. Là aussi, l'automatisme des fonctions de bas niveau deviendra la règle. L'essentiel de haut niveau à la responsabilité des pilotes. Cela signifie que l'avancement de l'automatisation du trafic aérien n'aura pas plus d'influence dans le cockpit que l'avancement des modifications des tâches de conduite de trajectoire ou de celles des systèmes de l'avion. Quelles que soient les libertés accordées dans le choix des trajets, ces libertés seront forcément régentées par l'obligation de sécurité de cohabitation dans un volume aérien ou au départ et à l'arrivée. L'autonomie y prouvera en grande partie, c'est vrai. Or, reste à définir les partages de responsabilités entre le sol et le bord, surtout dans le cas de gestion des trajectoires des avions à partir du sol. Ce sont de belles joutes en perspective. De tout cela, on peut cependant déduire une conséquence embarrassante. On a vu que le retrait des pilotes du cockpit est surtout dicté par une raison économique. Les pilotes coûtent cher. Lorsque l'autonomie opérationnelle deviendra la règle, les pilotes n'auront plus à s'occuper des fonctions de bas niveau. En revanche, ils devront assurer les fonctions de haut niveau, tâches nécessitant une sélection, une éducation et une formation elle-même de haut niveau. D'autant plus que la réaction demandée en cas de nécessité devra être immédiate, alors que l'autonomie des bas niveaux rendra le vol tranquille, sinon monotone, au détriment de la vigilance.
cela risque de rendre les pilotes un peu plus chers. Alors maintenant, où placer les pilotes? Alors c'est le dernier problème à traiter pour le cockpit. Au-delà de 2040, faudra-t-il un ou deux pilotes ou personne? D'après ce qui précède, pour que la fiabilité humaine soit du même ordre de grandeur que celle de l'ensemble, il faudra toujours deux humains, avec cependant une certaine variabilité. Voici quelques spéculations. J'ai dit solutions éventuellement. Premièrement, si l'on garde le principe des deux pilotes à bord, la seule adaptation à mener est la meilleure conception et répartition des tâches entre les pilotes et leurs prothèses, c'est-à-dire la gestion de l'autonomie, ainsi que nous l'avons vu. Deuxième variante, ça pourrait être un seul pilote à bord, garant de la sécurité immédiate, et un deuxième au sol. Alors ce deuxième pourrait assurer le monitorage de plusieurs avions lorsqu'ils sont dans leur fonctionnement nominal, sans panne ni aléa majeur, en croisière par exemple. En revanche, dans le cas de fonctionnement non nominal, il devrait se consacrer immédiatement au suivi de l'avion en cause pour aider le pilote à bord. Donc sa qualification technique doit lui permettre d'intervenir dans les problèmes d'autonomie et de gestion des aléas. Ce serait une extension des centres d'exploitation des compagnies aériennes. Devrait-il avoir une qualification minimale de copilote? C'est très probable, au moins. Une telle solution permettrait d'avoir un support opérationnel technique immédiat à condition d'être bien organisé. La transmission de l'ensemble des paramètres de vol vers le sol est obligatoire, avec la liaison vidéo et phonique entre les pilotes. D'où l'obligation d'avoir des liaisons sol-bord très fiables. Une fiabilité douteuse poserait un problème de sécurité. Et là, on entre dans le formidable débit de la transmission fiable et universelle de l'ensemble des données nécessaires et suffisantes pour cette gestion du sol, pour l'ensemble des aéronefs volant à un moment donné. Au minimum, il faut gérer l'ensemble des informations à la disposition des pilotes dans le cockpit. Leur synthétisation, aujourd'hui déjà très souhaitable, permettrait une meilleure rapidité de leur traitement et améliorer le volume à transmettre. Au vu des difficultés à transmettre de façon heureusement peu fréquente les paramètres des enregistreurs en cas de crash, les techniques de compression et de séquençage des signaux et de leur transmission, l'allocation des fréquences et des bandes passantes seront-elles suffisantes pour accepter partout dans le monde la totalité des avions en vol à un instant donné? C'est vrai que le nombre de paramètres à traiter en phase de croisière est inférieur à celui pris en compte près du sol, sauf en cas imprévu. Pourra-t-on se protéger du piratage, de l'arraisonnement, du terrorisme, des éruptions solaires? Évidemment, encore une fois, ce type de risque sera évalué à coup de savants calculs probabilistiques. Encore du travail pour les autorités de certification. Autre suggestion, il est aussi imaginé les deux pilotes se trouvant au sol. En situation critique, jamais les transmissions de paramètres ou vidéos ne pourront retraduire une ambiance de cockpit avec ses bruits, ses vibrations, ses mouvements, parfois ses odeurs de fumée, les interventions du personnel cabine, etc. Il est avancé que ce pourrait être un avantage, les pilotes étant ainsi à l'abri du stress causé par cette ambiance prenante et pouvant ainsi prendre les décisions de façon plus réfléchie. En fait, dans de telles situations, les réactions doivent être immédiates. Et l'élément essentiel est la synthèse de l'ensemble des perceptions instantanées. Le problème a déjà été traité plus tôt. Une telle solution serait, à mon avis, une erreur d'estimation du risque par méconnaissance des aptitudes
et des limitations physiologiques et neuropsychologiques humaines. Enfin, une autre variante qui a été suggérée serait le pilotage au sol avec l'intervention du personnel de cabine en cas d'urgence. On peut évidemment tout imaginer, mais combiner des fonctions aussi différentes que la gestion commerciale et la sécurité de la cabine et la conduite en état de panne ou de détresse de l'avion oblige à réfléchir sur les tâches réelles assignées à la personne désignée, à sa faculté à se rendre à un poste de pilotage en situation de crise, mouvement de l'avion, turbulence, fumée, obstacles, etc., inattendus, à sa capacité à réagir alors à sa formation duale, au risque ainsi accepté, au stress. Introduisons la cabine maintenant. Les passagers, sans lesquels le transport aérien n'existerait pas, car c'est eux qui le financent. Il est certain qu'une certaine proportion d'entre eux acceptera de voyager dans un avion sans pilote à bord. La majorité, à mon avis, pas avant longtemps, car l'équipage est considéré avec raison comme le dernier rempart contre la catastrophe. Alors, le grand nombre d'aléas résolus par lui, que semblent ignorer les adeptes du tout automatique, en est une preuve. Il suffit de regarder les milliers de comptes rendus d'incidents. Peut-on dire que, connaissant les causes des dizaines de milliers d'incidents, il sera possible de développer et d'implémenter les logiciels permettant d'y remédier, que l'énorme complexité en résultant sera préférable à l'intervention non déterministe humaine? Comme ces passagers font vivre le transport aérien, il est certain que leur opinion sera prise en considération, en parallèle aux possibilités techniques existantes ou non alors. Dernier secours, un cas intéressant est celui de l'autonomie dans un acte de terrorisme à bord, envisagé à la suite des attentats du 9 septembre 2001. La conduite de l'avion par les pilotes serait interdite et prise en compte totalement par le sol au travers de l'autonomie de l'avion. Dans ce cas, le taux de sécurité du système peut être très bas, car de toute façon, les passagers n'ont plus rien à espérer. Mais il est difficile de l'envisager pour l'exploitation normale. Alors, quelle organisation au sol est à prévoir et qui et à quel coût? Ce qui précède nécessite l'édification d'un véritable système air-sol solaire de conduite d'avion devant être étudié, conçu et développé tout en se complexifiant progressivement. Les éléments majeurs de décision resteront l'économie opérationnelle, y compris la sélection et la formation des personnels, la gestion, les supports techniques. Deuxièmement, la fiabilité des communications sur le bord. 3, la récupération rapide de situations critiques. Et 4, le taux de risque acceptable. S'il est possible, ce genre de système complexe basé sur des liaisons de télécommunications très fiables, avec suffisamment de canaux hertziens disponibles, serait probablement acceptable financièrement pour des organisations, des compagnies structurées et importantes, mais qu'en serait-il pour les compagnies à bas coût et pour l'aviation d'affaires? Regardons cette dernière. L'organisation de l'aviation d'affaires est de type individuel, avec des caractéristiques de grande flexibilité opérationnelle pour le transport de petits groupes. L'agencement de l'interfaçage des cockpits évolue en général plus rapidement que celui du transport classique. Les progrès de l'autonomie amèneront naturellement à considérer qu'un seul pilote à bord est nécessaire, gérant les fonctions de haut niveau en temps réel, suivant les exigences particulières de la mission. Pour la sécurité, c'est peut-être possible compte tenu du volume global des heures de vol de l'ensemble de l'aviation d'affaires inférieur à celui du transport classique, rendant acceptable le taux de fiabilité du pilote humain. Peut-être aussi parce que la population concernée est habituée à prendre des risques, donc prête à accepter un taux de risque plus élevé que dans le transport classique. On peut aussi imaginer l'utilisation de services d'une organisation mondiale assurant le secours en vol en cas de déficience du pilote, ainsi que le cas de terrorisme déjà évoqué.
Est-ce transposable à l'ensemble du transport aérien? Je ne sais pas. Les autorités de certification. On voit dans tout cela le rôle primordial des autorités de certification qui sera de garantir un taux de risque acceptable pour les passagers et pour le public. Ce rôle est ingrat, car il se situe en général en aval des innovations venant des constructeurs qui les accusent parfois de gêner leurs innovations. En matière d'utilisation des automatismes, de nombreuses études ont été lancées et l'interfaçage humain a enfin été traité en 2009, donc il n'y a pas tellement longtemps, ensemble par la FAA et l'EASA dans leur règlement 25302. Comme cité déjà ici, la FAA avec la NASA et l'Union européenne ont lancé des études sur l'autonomie et la diminution du nombre de pilotes à bord. Mais il faut traiter l'ensemble des fonctions dites de bas et de haut niveau, assurant l'efficacité et la sécurité de la mission. À présent, je passe au dessert. Dans l'évolution, objet de cette réflexion, les paramètres clés pour le transport aérien sont par ordre d'importance observés. 1. L'aspect économique, sous toutes ses formes, avec la recherche de la performance financière maximale. 2. L'innovation technologique, qui est un enjeu commercial majeur, souvent jalousement gardé confidentiel par les constructeurs. 3. Les applications de la connaissance du fonctionnement du cerveau avançant rapidement, et vraiment très rapidement en ce moment. 4. La sécurité, qui est en fait, et je suis désolé de le dire, que le sous-produit obligatoire de la performance, mais qui va avec elle. 5. L'acceptation de la société via les médias en particulier. Nous n'avons parlé ici que d'aspect humain, faisant ainsi remarquer que malgré l'importance des paramètres clés que vous voyez ici, il est désormais impossible d'ignorer l'humain, involontairement ou volontairement. En conclusion, aujourd'hui, avec ce qu'on sait, au-delà de 2 ou 3 décennies suivant l'évolution de ces paramètres clés, on peut dire qu'il y aura toujours au moins un humain à bord d'un avion de transport, qui restera pour les passagers leur dernier recours en cas de catastrophe. En dehors d'une découverte qu'on ne peut imaginer, mais que l'évolution de la connaissance humaine ne peut exclure, le seul facteur permettant de déloger ce pilote du bord serait son remplacement par quelque chose fonctionnant comme son cerveau, c'est-à-dire au-delà du déterminisme. En revanche, cet humain ne pourrait être ni un conducteur de véhicule terrestre, ni une femme de ménage, pour paraphraser des déclarations célèbres, ni un steward ou une hôtesse de cabine, comme certains le souhaiteraient. Mais le futur est évidemment plein d'humour et s'amuse à contredire les prévisions. Alors, une ironie que Charles Darwin aurait probablement appréciée. Dans cette adaptation à l'évolution exponentielle de la connaissance, pour survivre à la pression de l'économie financière, l'être technologique est devenu l'aviateur, s'efforce de s'y adapter en se pliant à cette contrainte, en se précipitant vers sa propre élimination. Intéressant. Mais dans la lutte pour la survie, le plus intelligent a une meilleure chance de gagner, avec son bon sens. Je vous remercie. Merci Jean. Avant que nous ne nous livrions au jeu des questions-réponses auxquelles Jean a bien voulu se prêter, je voudrais vous signaler la prochaine conférence qui aura lieu ici même dans un mois. Vous savez que c'est toujours le dernier mardi du mois. Alors ce sera en l'occurrence le mardi 27 mai
et Madame Annie Baglin, directeur de recherche émérite CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, nous parlera des exoplanètes, la diversité et la complexité des systèmes stellaires dévoilés. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous donc dans un mois. Lindsay, si vous vouliez assurer la circulation du microphone. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, ma question va être une question que vous trouverez assez bizarre, monsieur. Vous avez éveillé ma curiosité vers la fin. Vous avez dit qu'une femme de ménage ou qu'un employé quelconque ne pourrait pas être habilité à diriger un avion. En Europe, un aéroport n'a pas été tenu pendant 2 heures parce que ces messieurs, dames avaient faim. Ils ont eu envie d'aller manger un jour où tout le monde prenait son repos. Et ils avaient oublié qu'un avion arrivait à une heure tardive, et c'est le pompier de l'aéroport qui a été obligé de guider l'avion pour un atterrissage correct. Alors, au bout d'un moment, la débauche de technologie est très intéressante. Les formations avec diplôme et tout le tintouin sont tout aussi intéressantes. Mais là, un simple pompier d'aéroport a sauvé 300 personnes environ. Voilà. Je pense que vous devez être au courant de cet incident. Ça a été relaté dans différentes revues spécialisées et ça figure en bonne place sur Internet. Merci. Bon, en fait, je n'ai bien évidemment rien contre ni la femme de ménage, ni le conducteur d'autobus. Hein. Simplement, ce que je veux dire, c'est que certains, qui sont d'ailleurs un peu à la tête justement de l'évolution des cockpits, des automatismes, etc., ont pensé que ces automatismes arriveraient à faire en sorte qu'on aura besoin de personnes ayant une qualification bien déterminée à bord des avions. Hein, c'est ce que je voulais dire. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais ce que je dis de façon très claire, c'est que je m'inscris en faux contre cette tendance de dire que, en fait, à bord, avec tous les automatismes, on aura besoin de pratiquement personne. Et surtout, personne de qualifié. Au contraire, comme je vous l'ai dit, comme j'ai essayé de vous le montrer, il faudra des personnes qui sont hautement qualifiées et même peut-être plus qualifiées que les pilotes actuels. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais, j'allais dire, une extension, alors là, je m'excuse d'emblée sur ce que je vais dire vis-à-vis du personnel de cabine, que je n'assimile pas à évidemment des femmes de ménage, mais effectivement, dans l'une de mes solutions, il y avait l'intervention de gens qui n'est pratiquement pas qualifiés, qui sont pratiquement qualifiés. Et ça, je pense que non, ça n'est pas possible. Voilà. Bonsoir. Que pensez-vous des sociétés essentiellement américaines aujourd'hui qui font tout pour proposer, dans un avenir assez proche, des vols orbitaux ? Où là, c'est totalement automatique. Et, par exemple, les astronautes ou les cosmonautes sont totalement, au départ, cobayes. On fait confiance totalement à la technique et à la technologie. Il y a des systèmes complètement automatiques qui sont doublés, triplés, redondés. Et on utilise ces personnes tout à fait compétentes pour ensuite faire des vols orbitaux où on utilise leurs compétences pour faire des réparations en orbite. On a tous vu la réparation de Hubble qui nous a tous enchantés.
Réponse très simple. Quel est le risque encouru? Ben oui, hein. Le risque encouru, le transport de passagers aujourd'hui, c'est un accident par milliard d'heures de vol. Bon, je ne pense pas que le risque concernant justement ce type de mission arrive à ce taux de fiabilité. Donc c'est là où les gens acceptent le risque. Quand ils prennent donc une navette spatiale, etc., ils acceptent le risque, qui n'est pas du tout un accident par milliard d'heures de navette. Voilà. Ma réponse, je crois, est très simple. Bonsoir Jean. Bonsoir. Apparemment, tu as concentré la réflexion sur le fait que finalement, l'idée qui conduit à envisager de réduire le nombre, voire supprimer les pilotes, est essentiellement économique. Tu dis finalement, ils coûtent très cher, donc il faut les supprimer. En fait, en même temps, tu as balayé un autre aspect qui est finalement le plus important, c'est que comme on constate que les accidents sont en grande partie dus à des erreurs humaines, l'idée de supprimer les pilotes aurait pour objectif de réduire les causes d'accidents. Les supprimer de l'avion, c'est les empêcher de faire les erreurs qu'ils font d'habitude. Donc, ton exposé montre à l'inverse que finalement, les pilotes ne sont pas dans l'avion pour faire des erreurs, mais ils sont pour résoudre des problèmes que seuls réussiront à résoudre. Bon, alors, deux choses. D'abord, si j'ai mis en avant un petit peu cet aspect financier, hein, c'est qu'il est clairement exposé par tout le monde. Hein. Donc, c'est le premier des facteurs qui sont mis en avant pour une étude, quelle qu'elle soit, y compris donc l'élimination des pilotes à bord des avions. Deuxièmement, en fait, j'ai essayé de montrer, mais peut-être j'ai mal réussi. J'ai essayé de montrer que aujourd'hui, par exemple, il y a des milliers et des milliers de cas qui sont résolus par les pilotes à bord, dont personne ne parle, hein, et qui, sans les pilotes, auraient risqué de conduire à des accidents ou des accidents très graves. Voilà. Alors, donc, c'est pour ça que je me suis un peu orienté vers le cas un peu caricatural, hein, du financier, cas financier. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il y a des erreurs qui sont faites par les pilotes, mais ces erreurs, malheureusement, je n'ai pas le temps de les exposer, je les ai exposées d'ailleurs dans ma thèse, ils sont dus à deux choses. Premièrement, c'est que l'interface qui est donnée aux pilotes, je l'ai évoqué tout à l'heure en disant que, par exemple, le PFD, il y a 50 paramètres, hein, qu'il s'agit de trier rapidement, dont à peu près 20 à 30 sont utilisables pour une situation donnée. Il faut le faire très rapidement, en quelques secondes, quelques dizaines de secondes, quand tout va quand même à peu près bien. Mais donc, en général, les pilotes le font de façon correcte. Mais pourquoi ils ne le font pas, c'est ce que j'essaie de dire aussi, c'est parce qu'ils ont des limitations mentales, et dont on ne tient pas compte. On essaie de les résorber en particulier par une sélection et une formation un peu plus stricte, un peu plus appropriée. Mais ce que je dis, c'est qu'on travaille sur des marges, parce que l'humain, lui, il ne changera pas. On a quand même des méthodes de formation et de sélection qui sont performantes. On va les améliorer, c'est certain. On peut les améliorer, mais ça ne va pas amener des 10 puissance quelque chose dans la diminution du taux d'accident. Ce n'est pas vrai. En revanche, ce qui améliore les choses, c'est bien étudier l'interfaçage technologique du cockpit pour qu'on présente aux pilotes
des situations qui soient déjà analysées un peu de façon autonome, d'ailleurs, par justement l'autonomie, et présentées aux pilotes de façon qu'ils puissent immédiatement réagir et de façon convenable. Voilà, donc j'ai essayé de le mettre, mais je vais dire, j'ai trop détaillé peut-être en définitive. Non, mais la preuve est faite par ton exposé que finalement, les pilotes sont indispensables et que s'ils font des erreurs, ce sont aussi les seuls qui sont capables de les corriger. Absolument. Et Dieu sait si nous en faisons d'ailleurs. Vous bouchez les oreilles, tout le monde. Bon. L'aviation militaire ne va pas-t-elle tirer l'aviation civile dans cette direction en balayant tous les problèmes hardware ou logiciels? Et après, il ne resterait plus que le problème psychologique. Alors, les militaires sont beaucoup plus avancés que les civils en la matière. Beaucoup plus. Ils ont des interfaces qui sont extrêmement élaborées et ils ont surtout alors une sélection, un entraînement des pilotes qui dépasse très largement la sélection et l'entraînement des pilotes civils. Parce qu'il y a peu de monde et on peut le faire. Dans le civil, aujourd'hui, il y a en gros 500 000 pilotes pour le transport, uniquement le transport de passagers. 500 000 pilotes. Et il va y en avoir 1 million dans quelques dizaines d'années, 20 ans à peu près. Il est certain que la sélection et la formation de tous ces pilotes pose un problème quand il est disséminé partout sur la sphère terrestre, hein, avec des différences de culture quand même qui sont considérables. Les militaires, eux, ils ont des missions qui sont diversifiées, certes, mais qui sont bien ciblées. Et donc, on peut former, on peut sélectionner d'abord et former les pilotes. Et en plus, ils ont des méthodes de formation qui sont aussi nettement supérieures à celles des civils. C'est vrai. Bon, eh ben,